10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Mickaël Darmon, Jean-Pierre Elkabbach. Et surtout invité Valérie Pécresse, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce dimanche. Chaque jour, dimanche compris, la bataille est engagée autour de la conquête ou de la reconquête des régions. Elles sont désormais, ou elles seront désormais moins nombreuses, donc beaucoup plus recherchées. Elles ont la responsabilité de ce qui fait la vie quotidienne des Français. Et dans 3 régions, un combat politique d'importance se joue déjà. PACA avec l'UMP, Christian Estrosi, le socialiste Christophe Castaner et le Front National, qui pourrait être soit Marion Maréchal Le Pen, ou David Racheline, ou Stéphane Ravier. Le Nord, Picardie, Pas-de-Calais, avec l'UMP Xavier Bertrand, face à un socialiste et un PS qui est surtout en perte de vitesse, Pierre de Saint-Ignon, une Marine Le Pen qui hésite entre la bataille et la désertion. On l'avait vu déjà la semaine dernière lorsqu'elle était l'invitée du grand rendez-vous. Et puis enfin et surtout la région Île-de-France. C'est 11 millions d'habitants, 11 milliards et demi de budget incluant les transports. Et ce sont donc des convoitises et des appétits. Claude Barthelone a fini par céder à la pression de ses amis, en particulier du président de la République, François Hollande. Et c'est donc Claude Barthelone et pas Jean-Paul Huchon, le sortant, que vous allez affronter, que probablement vous affrontez dès aujourd'hui avec nous dans le grand rendez-vous pour les régionales de décembre. C'est le premier thème de cette émission, avec Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde. Bonjour. Et Mickaël Darmon d'ITélé, qui vous pose la première question. Bonjour, alors Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, sauveur de la gauche pour la région. Aujourd'hui, on assiste clairement en direct au naufrage de la gauche en Île-de-France. Naufrage, la campagne n'a pas commencé. Non, mais regardez simplement ce qui se passe. Un bilan calamiteux en matière d'augmentation des inégalités, des transports indignes, du logement trop cher, de la pollution avec des pics atteints tous les jours, un chômage inégalé. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des mois que nous dénonçons... Donc vous avez déjà gagné. Non, mais nous dénonçons ce bilan calamiteux depuis des mois. Et que se passe-t-il? La gauche, le président de la République lui-même, vient sortir de manière extrêmement humiliante le président de région en place, refuse et récuse sa première adjointe pour le remplacer et place le troisième personnage de l'État. Le troisième personnage de l'État. Le rassemblement de la gauche, etc. Mais pour vous, est-ce que c'est une surprise ou une mauvaise ou une bonne surprise d'avoir Claude Barthelone en face de vous? Monsieur Elkabbach, aucun homme providentiel n'empêchera la gauche de rendre des comptes sur son bilan. Il change de candidat, il ne change pas de bilan. Bien au contraire, Claude Barthelone, vous le savez, a été élu avec Jean-Paul Huchon au Conseil régional dès 98. Ils appartiennent à cette même génération d'hommes politiques. Et Claude Barthelone, quand il a dirigé la Seine-Saint-Denis, l'a toujours fait en parfait accord avec Jean-Paul Huchon. Donc il aura à rendre des comptes. Et j'ajoute que Claude Barthelone est aussi la doublure de François Hollande. Il est le troisième personnage de l'État. Il a voté toutes les lois de ce gouvernement. Ça doit lui faire plaisir d'entendre dire qu'il est la doublure du président de la République. Bon, en tout cas, c'est le quatrième personnage de l'État. Est-ce que c'est un bon président de l'Assemblée? Monsieur Elkabbach, vous ne m'avez pas laissé terminer. Il sera donc comptable non seulement du bilan de la région, non seulement de son bilan en Seine-Saint-Denis, mais aussi du bilan de la politique du gouvernement. Et moi, je sens une formidable envie d'alternance dans ce pays. En tout cas, ça ne vous pose pas de problème qu'il soit lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, candidat. Vous ne demandez pas sa démission, par exemple, aujourd'hui. C'est une question qui est d'abord morale et éthique, avant d'être juridique. Moi, si j'étais à la place de Claude Barthelone, je démissionnerais de la présidence de l'Assemblée nationale pour faire campagne. Comme l'ont fait Bernard Accoyer, Philippe Seguin, Chaban Delmas. Oui, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On n'a pas demandé aux autres. Laissez-moi finir. Expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il faut éviter la suspicion du mélange des genres. Le président de l'Assemblée nationale a des moyens colossaux. Saura-t-on, quand il recevra pour remettre une Légion d'honneur dans l'hôtel de Lassay, des centaines de personnes autour d'un buffet, s'il le fait en tant que président ou en tant que candidat partisan. C'est la question éternelle quand on est à la fois c'est le mélange des gens, c'est la première chose. Mais ce n'est pas la seule raison, et ça n'est pas la plus importante. La plus importante pour moi, c'est que les Franciliens ont besoin d'un candidat à 100%. Ils ont besoin de quelqu'un qui s'engage pour eux, qui s'engage pas à être un candidat intermittent et pas à être un candidat non plus à contre-cœur. Et on voit bien, Claude Barthelone n'avait pas envie de venir dans ce combat. Il ne s'y dérobe pas, comme il dit. S'exprimer. Oui, mais il n'avait pas envie de venir. S'il avait eu envie de venir, ça se saurait. Et laissez-moi vous dire une chose.
Moi, ce n'est pas un lot de consolation pour moi, la région Île-de-France. Et j'ai pris l'engagement de ne jamais accepter un poste de ministre dans les 6 prochaines années. Vous ménagez finalement, Claude Barthelone, on a l'impression que ça vous arrange d'avoir un débat national, ça va vous permettre de profiter de l'héritage du gouvernement de François Hollande? D'abord, nous parlerons de la région, parce que là, ce qui est en cause, c'est 11 milliards d'euros, comme l'a dit Jean-Pierre Elkabbach, 11 milliards d'euros d'impôts des Français. Et le sujet, c'est comment bien dépenser cet argent. Et moi, je veux réparer tous les dégâts qui ont été causés en Ile-de-France et par la politique de François Hollande et par le bilan de Jean-Paul Huchon. La question d'Arnaud Le Parmentier, ça vous arrange, c'est est-ce qu'il doit démissionner ou pas, et est-ce qu'au fond, ça ne vous arrange pas d'avoir Claude Barthelone face à vous? Le sujet, c'est la gauche qui choisit son candidat. C'est elle qui est empêtrée dans le choix de la bonne personne pour aujourd'hui venir contrer. Mais non, mais aujourd'hui, il y a un formidable mouvement qui est en train de se lever. Tous ces jeunes maires qui sont ici avec moi. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui incarne lui aussi ce besoin d'alternance. Gérard Larcher. Non, il incarne profondément le besoin d'alternance dans le pays. Parce que le Sénat a été le premier. Non, dans les étapes qui nous mènent vers l'alternance en 2017, vous comprenez bien qu'il y a d'abord les municipales, et les jeunes maires qui sont ici le montrent. Il y a eu ensuite le Sénat, et ensuite les départementales. La prochaine étape, c'est les régionales. Et tous ceux qui veulent l'alternance aujourd'hui, qui veulent une autre politique pour le pays, qui veulent plus d'emplois, qui veulent moins d'inégalités, savent pour qui il faut voter. Sur les questions de mes deux amis auxquelles vous avez répondu. Rien dans la législation, les précédents, ne l'oblige, le contraignent à démissionner. Pourquoi voulez-vous qu'il descende du perchoir? Et d'autre part, il a dit qu'il serait un candidat à part entière à partir du moment, et qu'il démissionnerait à partir du moment où il serait élu. Laissez-le vous battre, et à ce moment-là, il s'occupera de la région pendant 6 ans. C'est pas exactement ce qu'il a dit. En tout cas, il n'a pas pris l'engagement de ne pas être Premier ministre, par exemple, si jamais on le lui proposait. Donc je pense qu'en réalité, ses rêves sont ailleurs qu'en Île-de-France. Mais pour revenir à votre question, sur la démission et sur la morale et l'éthique, ce que je crois, et c'est une conviction tout à fait personnelle, c'est qu'on a changé d'époque. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus, et les chasseurs qui sont ici me comprendront, mais Barthelone en est un, je crois, Claude Barthelone. On ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. On ne peut plus. On l'a fait par le passé. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Et on ne peut pas se faire l'avocat du non-cumul, donner des leçons toute la journée et ne pas se l'appliquer à soi-même. Alors Claude Barthelone aura pour soutien de poids Anne Hidalgo. Il y a quand même cet argument qu'il faut mieux qu'on aille, les deux chevaux tirent dans la même direction. Gauche, pour la région, surtout que à la fin du mandat, il y aura le Grand Paris. Donc, c'est une alliée de poids. Anne Hidalgo, non, la maire de Paris pour lui. Je pense rigoureusement le contraire. Je crois qu'aujourd'hui, l'Île-de-France souffre d'un grand drame qui est la pénurie d'investissement. Et tous les choix de Madame Hidalgo aujourd'hui sont des choix profondément égoïstes. Je le dis devant les élus de Paris qui m'écoutent. Tous les choix de Mme Hidalgo sont des choix profondément égoïstes. Elle refuse de financer le prolongement de la ligne 11, qui justement va en Seine-Saint-Denis, chez M. Barthelone. Et M. Barthelone est muet, il est complice. De la même façon, Mme Hidalgo refuse de financer des parkings aux entrées de Paris, qui permettraient à tous les banlieusards de garer leurs voitures. Ah non, elle va fermer les quais, elle va fermer les quartiers. En fait, vous êtes la candidate des gens modestes. Je serai la candidate de tous les franciliens. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je veux changer leur vie. Je veux que leur vie s'améliore. Et si vous regardez le bilan de Claude Barthelone en Seine-Saint-Denis, quel est-il? Accroissement des inégalités, ghetto, insécurité endémique. Hier encore, mon ami William Delannoy, le maire de Saint-Ouen, tirait le signal d'alarme sur l'occupation de Saint-Ouen par les dealers. Voilà ce que c'est que le bilan de Claude Barthelone en Seine-Saint-Denis. Et il aura à en rendre compte. C'est peut-être qu'il y a eu un mauvais équilibre dans toute la région, c'est-à-dire que les régions de droite n'ont pas fait l'effort d'accueil de logements sociaux et qu'on a laissé aux malheureux de gauche de récupérer. La vérité, c'est que la politique de ghettoisation, un certain nombre d'élus en sont clairement responsables. Il faudra lutter, il faudra refaire fonctionner l'ascenseur social. Mais moi, je ne me résignerai pas à ce qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, les professeurs diplômés ne veuillent pas aller enseigner. Et ce sera mon combat. Alors aujourd'hui, ce matin, là, c'est d'une pierre trois coups, si je puis dire. Claude Barthelone, Jean-Paul Huchon le sortant, et Anne Hidalgo. D'un coup, les trois, hop. Ah, vous pouvez ajouter François Hollande, Jean-Pierre Elkabbach, pourquoi ne faites-vous pas un beau lot je vous laisse continuer à monter. Justement, là, Claude Barthelone est avec lui actuellement, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sens que cette élection régionale va beaucoup plus vous passionner maintenant. Ah bah donc vous êtes contente qu'il y ait une tête d'affiche Barthelone, ça nationalise le scrutin. C'est exactement ce qu'on disait, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une divine surprise. Non, vous voulez que je vous dise ce que je pense. Je pense aujourd'hui... Il est temps, oui. Mais je n'arrête pas de vous le dire, je vous le répète, alors une énième fois, je vous répète ce que je pense. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que
ce que nous disons depuis des mois, c'est-à-dire que les 17 ans de gauche en Île-de-France ont plombé cette région et ont, j'allais dire, dégradé toute la qualité de vie et les espoirs d'avenir de ses habitants, c'est vrai. Et c'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande en intervenant directement dans cette élection. Alors là, vous reprenez une phrase de Nicolas Sarkozy, l'alternance est en marche, on ne l'arrêtera pas. Écoutez, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'équipe qui me porte aujourd'hui, c'est une équipe qui veut l'alternance et elle est issue d'une région... Vous m'avez pas répondu. Oui, elle est issue d'une région qui veut l'alternance et moi je serai cette candidate de l'alternance. Vous arrivez à Et faire... on ne m'arrêtera pas, Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, alors justement, vous voulez faire cette alternance sur le plan régional. Vous arriverez également à avoir une droite unie, comme justement Claude Barthelone, lui, tente ou peut arriver à unir la gauche. Il va falloir vous payer cher le centre, le ralliement du
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Mickaël Darmon, Jean-Pierre Elkabbach. Invité surtout Valérie Pécresse, candidat à la présidence de la région Île-de-France, qui est déjà dans la bataille. David Cameron, sacré grand champion, est en train de former son gouvernement. Pas de course là. Il va donc gouverner le Royaume-Uni pendant 5 ans, avec des difficultés, peu importe, mais il va le gouverner. Il a écrasé tous ses adversaires qui sont contraints de démissionner le jour même de leur défaite. Et ce que prouve David Cameron, c'est qu'un sortant peut être réélu. Est-ce que c'est de bon augure pour François Hollande ? Non, ce que prouve David Cameron, c'est que le courage réformateur peut payer. Et ça, c'est un formidable espoir pour tous ceux qui, comme moi et comme d'autres ici, pensent que, en 2017, il faudra faire des réformes courageuses pour le pays. C'est le son pour la droite française. Lui, il a fait une politique vraiment à droite forte. Et là, ça veut dire qu'il a été réélu. Ça veut dire que vous, par le passé, vous n'avez pas été assez à droite. Ça veut dire, c'est pas une question d'être plus à droite ou pas, ou moins à droite. Schroeder était très réformateur, lui aussi. La leçon de David Cameron, c'est qu'il faut faire toutes les réformes tout de suite, au début du quinquennat. Nous en avons fait quelques-unes. La réforme des universités que j'ai portée tout de suite, au début du quinquennat. On n'aurait pas pu la faire 6 mois plus tard. Et je pense que si on est prêt pour gouverner en 2017, on arrivera avec toute une série de réformes qu'on mettra en œuvre tout de suite. Et ce sera aussi la méthode que j'appliquerai en Île-de-France. J'arriverai avec un programme prêt à appliquer tout de suite, immédiatement, parce qu'on a ça change. Assez peu entendu à droite des gens, justement, féliciter Cameron, c'est que, au fond, ça veut dire qu'avec un peu de reprise économique, un sortant est maintenu. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour la droite. Ça veut dire surtout qu'effectivement, quand on a 6 fois plus de croissance que la France, quand on a 2 fois moins de chômage, on est réélu. Ça veut dire qu'avec de la reprise économique, un sortant peut être réélu. Mais c'est pas une reprise. Non, pardon, excusez-moi, Mickaël Darmon. Je crois que vous comprenez pas bien ce que. Si, je comprends très bien. La reprise économique de M. Cameron ne venait pas de l'extérieur. C'était pas, il ne profitait pas d'un bon vent qui venait de l'étranger. Lui, il a rallumé les moteurs de la croissance britannique. Et c'est ça aujourd'hui qui ne se passe pas en France. Nos moteurs sont éteints. Regardez le rapport de Christian Noyer qui dit que certes, nous allons avoir un frémissement de croissance à la fin de l'année, mais qu'en réalité, la croissance de la France restera bien inférieure à celle de la moyenne de l'Europe et surtout à celle de l'Allemagne ou à celle de la Grande-Bretagne. Et pourtant, tous les industriels aussi disent que les investissements repartent, que justement, on est plus que dans ce frémissement-là. En Europe, on parle même d'embellie. Mickaël Darmon, comment faire aujourd'hui pour contrecarrer... Je n'ai pas d'objectif, j'ai une question. Comment faire aujourd'hui pour contrecarrer justement un discours de la majorité alors qu'on est en train de sortir de la crise économique ? Mais c'est complètement faux. Le sujet, c'est que nous ne voulons pas être le wagon de queue d'une croissance tirée par l'extérieur et par nos partenaires. Nous voulons être un wagon de tête. C'est toute la différence entre... François Hollande et nous. On a entendu ça pendant 5 ans lorsque vous étiez au pouvoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le questionnement de tous les Français que nous rencontrons tous les jours, c'est de nous dire pourquoi vous n'avez pas fait plus de réformes quand vous étiez au pouvoir. On en a fait un certain nombre et je n'ai pas honte de ce bilan. Mais c'est vrai qu'il faudra aussi qu'on fasse l'inventaire si on veut regagner la confiance des Français. Moi, j'ai commencé à le faire. Vous savez que j'y ai consacré un livre. L'inventaire de Sarkozy. L'inventaire de notre bilan du quinquennat passé, pourquoi on a réussi certaines choses, pourquoi on a raté certaines choses, pourquoi on s'est heurté à un certain nombre de conservatisme et de corporatisme. Un exemple très, très simple, la réforme du lycée, pourquoi on a raté la réforme du lycée, la réforme territoriale, pourquoi on a raté cette réforme territoriale, pourquoi on est encore en train de la rater. Pourquoi vous n'avez pas pourquoi le gouvernement réformer l'hôpital, pourquoi vous n'avez pas réformé l'hôpital, pourquoi vous avez laissé Areva sombrer jusqu'à aujourd'hui avoir 4 pourquoi il n'y a pas fait du Cameroun, pourquoi on peut énumérer oui, Jean-Pierre Elkabbach, donc c'est un mea culpa que vous faites là d'abord. Nous ferons un inventaire lucide de ce que nous avons réussi ou pas. Nous avons quand même réussi des choses. Je vous rappelle que nous avons mis la retraite à 62 ans, nous avons touché à ce tabou incroyable qui était l'âge de la retraite. Je vous rappelle qu'on a donné l'autonomie aux universités. Il faudra aller jusqu'où ? Je vous rappelle qu'on a créé l'auto-entrepreneur. La prochaine fois sur la retraite. Moi, je crois qu'il faut être très clair et. Oui, alors soigne-le. Moi, je suis, vous le savez, tout à fait en phase avec François Fillon, qui dit aujourd'hui que nous devons aller clairement dire la vérité aux Français sur la situation et clairement dire ce que nous ferons plus tard. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faudra repousser à un horizon de temps donné la retraite à 65 ans et que cette retraite à 60, mais que nous le ferons à partir d'un diagnostic
partagé. Gérard Larcher qui a beaucoup travaillé ce sujet, Christian Jacob qui est lui oui, aussi... Ils sont tous là, on les félicite d'être là dimanche, mais ils sont sont avec vous. Nous sommes totalement conscients de la gravité de la situation. Le président du comité de soutien, Valérie Pécresse. Et alors, si on bascule, vous avez dit que vous avez raté la réforme du lycée.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Mickaël Darmon, Jean-Pierre Elkabbach. Question de Mickaël Darmon, Valérie Pécresse, l'invité du grand rendez-vous. Alors le débat sur la laïcité devient un débat vestimentaire. Est-ce qu'il faut mesurer justement la laïcité à la longueur de la jupe, à son modèle, longue, plissée? Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Moi, je soutiens totalement l'équipe éducative du collège qui a interdit ce qui n'était pas le port d'une jupe longue, mais en réalité l'organisation d'une manifestation, j'allais dire de protestation contre l'autorité des enseignants. Moi, je serai toujours derrière les enseignants lorsqu'ils essayeront de faire appliquer la laïcité et la discipline dans les collèges. Et je le serai dans les lycées, puisque vous savez que la région Île-de-France, elle a la responsabilité de tous les lycées. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est évidemment pas une question vestimentaire, c'est de savoir comment nous allons tous vivre ensemble aujourd'hui. Et de ce point de vue, la loi, toute la loi doit être respectée. Vous avez peut-être vu que je placerai ma campagne régionale sous le sceau des valeurs. Pourquoi les valeurs? Parce que l'autorité, la liberté, la justice, ce sont des valeurs qui me sont chères, qui sont au cœur de mon engagement politique. Et ces valeurs, elles doivent animer tout. Soyons concrets. Dans la région, est-ce que vous entendez davantage de propos racistes, xénophobes, anti-musulmans? Mais j'entends des propos xénophobes, racistes, anti-musulmans, antisémites, anti-blancs, anti-cathos, anti-laïcs. J'entends une nation qui est totalement crispée. J'entends un problème majeur qui est comment est-ce qu'on va réussir à tous vivre ensemble. Je vais vous parler de l'autorité puisque vous me disiez de donner des exemples. L'autorité, c'est le respect de la loi. Aujourd'hui, quand je vais en Île-de-France, il m'arrive de me retrouver face à des femmes en burqa. La loi, elle a été votée. La burqa, c'est le voile intégral. La burqa, c'est le voile intégral, celui où on ne voit que les yeux. Et aujourd'hui, cette loi qui a été votée... Alors je sais, monsieur Elkabbach, qu'avec Claude Barthelone, nous n'avons pas tout à fait la même conception de la laïcité, puisque Claude Barthelone, lui, n'a pas voté l'interdiction de la burqa sur le territoire français. Eh bien moi, je vous le dis avec moi, cette loi, elle sera respectée. Et il faut absolument que quand on défie la République réponde. À deux niveaux, il faut répondre. Un islam de France. Et deuxièmement, ce que dit le rapport, un héritage en partage que le président Larcher a envoyé au président de la République, président du Sénat, président de la République, attention à l'ignorance du religieux par le politique. Et il dit la mise sous cloche du patrimoine culturel et spirituel de la France infantilise le citoyen, livre son esprit aux croyances les moins irrationnelles. Elle peut aussi aboutir à mettre sur un même plan les criminels de Daesh et les chrétiens d'Orient persécutés. Donc, l'enseignement vous parlez à la présidente religieux. Vous parlez à la présidente du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient de l'Assemblée nationale qui a créé ce groupe justement parce que tout le monde s'en désintéressait, parce que personne ne voulait se saisir de cette question. Pourquoi? Parce que c'était très difficile dans un pays laïque de dire que des chrétiens dans le monde étaient persécutés. Mais Jean-Pierre Elkabbach, vous savez, le sujet, c'est le respect de chacun dans ce qu'il est. Il y a en France des Français de confession musulmane. Nous devons les emmener avec nous dans la lutte contre le terrorisme. Ils se reconnaissent avec nous dans les valeurs de la République. Et nous ne devons, ils ne doivent pas considérer, ils ne doivent pas considérer que leur religion est stigmatisée en tant que telle. On va changer de sujet, mais encore un instant. Ce jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, les futurs programmes de l'école marquent un progrès jusqu'ici incontestés et qui seront peut-être enseignés. Les traites négrières, regardez bien, les traites négrières et pas la traite négrière, c'est-à-dire que ça inclut les traites de l'islam, des autres Africains et des Occidentaux, des Européens, etc., à travers l'Atlantique. Ça ne sert pas de consolation, mais ça montre que sur les 42 millions de déportés africains, chacun a sa part de responsabilité. C'est une très bonne décision. Nous, la nôtre. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, au moment où le président de la République fait son geste dans les Antilles. C'est une très bonne décision, Jean-Pierre Elkabbach. Et moi, j'ai une pensée, puisque vous le dites, à toutes ces filles enlevées par Boko Haram, qui sont aujourd'hui l'objet de mise en esclavage. Je pense aussi aux femmes yézidis, qui aujourd'hui en Irak sont enlevées, sont violées et sont vendues. Vous n'avez pas dit que Mme Belkacem, Valo Belkacem, doit retirer son projet. Donc on peut discuter à partir du projet
de réforme et de refonte des programmes. On en discute, elle peut le maintenir. Monsieur Kabash, moi, quand on affiche une volonté de réforme, quelle qu'elle soit, je saisis la main qui est tendue, je la saisis, mais en même temps, en l'état, le texte doit être retiré. Je voudrais juste dire un mot sur l'université, parce qu'il est scandaleux que depuis plusieurs mois, nous n'ayons plus de secrétaire d'État aux universités. Madame Vallaud-Belkacem est occupée par sa réforme du collège, et aujourd'hui, les universités... Soyez pas impatients, il y aura probablement des aménagements, comme dirait Michael Darmon. On est en train de piller les réserves des universités bonnes gestionnaires, c'est un scandale. On change de sujet, c'est un scandale. Changement de sujet, Nicolas Sarkozy, comment jugez-vous ces nouveaux démêlés judiciaires? Est-ce qu'il y a un acharnement des juges contre lui? Mais monsieur le parmentier, je ne les juge pas, parce que moi j'ai une éthique qui consiste à ne jamais faire de commentaires sur une décision de justice. Donc la justice suit son cours normalement. Alors que plusieurs personnes à l'UMP se sont exprimées en dénonçant justement une attitude un peu politique de la part de l'attitude des juges. Écoutez, comme eux, sans doute, j'ai été surprise par cette décision, mais je ne la commenterai pas. Alors, on a l'impression que vous avez parlé d'un devoir d'inventaire, un peu comme Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes rapproché de lui? On a l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui émerge, que vous voulez passer à quelque chose d'autre? Excusez-moi, mais j'ai écrit un livre sur l'inventaire du quinquennat. Pour l'instant, je crois être la seule ministre du gouvernement Sarkozy à l'avoir fait. En revanche, ce que je crois, j'ai signé la pétition de Bruno Le Maire sur le collège parce que je crois qu'il a vu juste. Et je crois aussi que nous partageons ce souhait qu'on arrête le mélange des genres en politique, qu'on arrête les conflits d'intérêts, qu'on arrête le cumul, qu'on soit dans une démarche totalement authentique dans notre présentation des électeurs. Justement, est-ce que vous allez démissionner de la fonction publique comme Bruno Le Maire l'a fait? Alors, c'est une question que je me suis posée, monsieur Darmon. Il faut y répondre. Oui, mais c'est une question que je me suis posée. Être membre du Conseil d'État, pour moi, c'est une grande fierté. Et je ne démissionnerai pas. Donc il y a les seigneurs, et puis Conseil d'État, inspection, on y reste, parce que c'est tellement glorieux. La fierté, c'est une manière de dire on maintient le système, quoi, quand même. Non. Si la loi me le demande, je démissionnerai, bien entendu. Mais aujourd'hui... Nicolas Sarkozy. Oui. Un peu séparé, vous revenez vers Nicolas Sarkozy. Vous avez été proche de François Fillon. Vous n'êtes pas loin de Bruno Le Maire, d'un certain nombre de gens. Est-ce que c'est Valérie Pécresse pour Valérie Pécresse, ou c'est du nomadisme politique? Pardon? Excusez-moi, Jean-Pierre Elkabbach, mais je crois avoir été fidèle à Jacques Chirac jusqu'au bout de son mandat. Je crois avoir servi loyalement Nicolas Sarkozy, dont j'étais la ministre et qui me faisait confiance. Moi, dans la vie politique, j'ai une seule éthique, c'est la loyauté. Aujourd'hui, François Fillon me paraît être qu'est-ce que c'est la loyauté, la fidélité? Est-ce que c'est une vertu en politique quand on voit l'itinéraire, pas seulement le vôtre, mais d'un certain nombre de gens à gauche comme à droite? On commence là, on est là, on revient là. Écoutez, ceux qui sont ici ce matin montrent que quand je prends des engagements, je les tiens, que je suis une personne fiable et solide. Et s'ils sont là autour de moi, tous ensemble, c'est parce qu'ils croient en moi et ils croient justement en ma fiabilité et à mon engagement. Ce combat de l'Île-de-France, c'est un combat très difficile. La région, on le sait, elle est historiquement, sociologiquement et politiquement très à gauche. Mais nous allons le gagner, ce combat, parce que nous allons prendre des engagements sincères et authentiques. Question. Il faudra dire la républicaine Valérie Pécresse ou Valérie Pécresse des Républicains ou la républicaine des Républicains Valérie Pécresse. Comment on va s'exprimer? Vous savez, pour moi, m'appeler républicaine, c'est finalement un retour aux sources, parce que le premier parti politique auquel j'ai adhéré s'appelait le Rassemblement pour la République. Est-ce que ce nom n'est pas là pour masquer au fond le fait qu'il n'y a aucune ligne politique cohérente aujourd'hui au sein de l'UMP, futur ex-UMP? C'est tout le contraire, c'est un nom qui indique une ligne politique, et d'ailleurs si ça dérange tant la gauche... La République est une ligne politique. C'est peut-être... La République est une ligne politique. La République, c'est toute une série de principes et de valeurs qui nous sont chers et que nous allons défendre. Est-ce que ce parti ne va pas devenir plutôt une boîte à primaires? Il faut tout faire pour l'éviter. Et comment faire pour l'éviter? C'est très simple. D'abord, il faut qu'on se rassemble. On se rassemblera pour les élections locales. Et de revenir sur ces régions. Mais ces régions seront le laboratoire et l'expérimentation d'une autre politique. Et dans mes équipes, il y a des sarkozystes, il y a des lemériens, il y a des fillonistes. C'est quoi votre modèle? On a l'impression que vous avancez comme ça, mine de rien, comme Merkel. Je suis une réformatrice, je suis une gaulliste sociale réformatrice. C'est ça qui me définit. Je crois à la France, je veux rendre sa fierté à la capitale de la 5e puissance mondiale. Je crois qu'on peut être les premiers. Je crois que si on s'en donne les moyens et si on fait les réformes, on peut redonner un avenir et un espoir à tous nos enfants. Il fallait être à Moscou hier et aujourd'hui?
C'est un peu dommage de ne pas y avoir été. Votre clone Merkel est à Moscou aujourd'hui. Je crois qu'il fallait être à Moscou aujourd'hui, mais on pouvait peut-être faire Moscou et les Antilles, parce que l'un et l'autre étaient des déclassements. Voir le triomphe de Je pense qu'il fallait être hier à Moscou, monsieur El Kabbach, et aujourd'hui aux Antilles. Voilà ce que je pense. Depuis le début de l'émission, vous avez dit Claude Barthelone, c'est le naufrage. La gauche en Île-de-France, c'est le naufrage. La gauche à l'échelle nationale sera le naufrage. Vous avez dit l'éducation nationale, c'est un bateau à la dérive. Vous aimez beaucoup les comparaisons maritimes. Ah, écoutez, j'aime effectivement prendre la mer, mais en Île-de-France, nous sommes une île, mais nous n'avons pas de mer. Mmh. Et il y a une question que tous mes amis veulent poser. Vous vous êtes démarqué de la tueuse, celle qui s'appelait la tueuse, vous voulez se définir la tueuse, Nathalie Kosciusko-Morizet, votre excellente amie, et vous dites que vous êtes une affect-tueuse. On a beaucoup entendu la tueuse et pas tellement l'affect encore dans l'émission. Ça va venir peut-être. Quand je dis que je veux donner un avenir à tous les enfants de France, vous n'entendez pas l'affect. Quand je dis que je veux un collège où tout le monde puisse réussir, que je veux que tous les enfants à 16 ans aient un socle commun de connaissances, quand je dis que je veux ranimer l'ascenseur social, quand je dis que je veux du beau partout dans les banlieues, bah écoutez, si vous n'avez pas entendu l'affect, vous allez l'entendre. On a entendu l'anaphore de Valérie Pécresse en tout cas. Pardon ? Oui. On a entendu l'anaphore de Valérie Pécresse. Un instant. Merci d'être venu, Valérie Pécresse, et pour cette première émission dans la bataille pour l'Île-de-France. Merci beaucoup Jean-Pierre El Kabbach. À la semaine prochaine pour un nouveau grand rendez-vous Europe 1, Le Monde ITD.